Je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de regarder des choses que je connaissais avec un autre regard, le mot valeur. Bon, moi, je ne m'étais pas interrogé là-dessus et c'était en fait une occasion pour essayer d'avoir un autre regard, encore une fois, sur les choses que je connaissais. Alors, j'ai commencé par regarder d'abord certaines pratiques communautaires de la gestion de l'eau et qui servent un peu de cadre. Là, en fait, la gestion de l'eau occupe une position centrale dans l'organisation et le fonctionnement des sociétés rurales au Maroc. Alors, j'ai passé un tour d'horizon de quelques pratiques, je ne vais pas m'étendre dessus, surtout qu'on en a déjà parlé, Abdallah Erzeni vient de les détailler, d'en détailler certaines, mais ce que nous montrent les pratiques traditionnelles, et encore une fois, ce que je vais vous montrer, souvent n'existe plus. C'est toujours tout sous-tendu par un mode d'organisation communautaire. Alors, le premier point, c'est les systèmes d'irrigation des vallées de montagne et oasiennes. Alors là, bon, je ne vais pas y revenir, on vient d'avoir un exemple qui nous a été décrit par Abdallah Erzeni. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve toujours ce que Jacques Berck appelait l'orchestration parcellaire, c'est-à-dire en fait cet accord qu'il y a entre les droits d'eau, les systèmes lignagés, la répartition des terres et la répartition des tours d'eau. Alors, voilà, par exemple, ici, ça donnait ce genre de choses, ou dans l'oasis de Tata, par exemple, on avait d'immenses bassins d'irrigation qui servaient après à être disons, divisés en canaux. Ça, c'est une sortie de Répara. Bon, ici, voilà un partiteur, on en a vu ce matin, on en a vu qui montre un peu la complexité qu'il y a dans ce genre de choses. Et bon, donc je ne vais pas... un exemple, chacun a raconté un petit peu ce qu'il avait fait dans le temps. Voilà, j'ai ici un réseau que j'ai étudié personnellement où on voit à peu près aussi comment se répartissent tous les droits d'eau selon les lignages, c'est-à-dire en fait une autre illustration de ce que Abdallah Erzeni nous... Oui, donc c'est un autre exemple. Alors, je vais très vite maintenant, mais j'ai écrit tout ça dans un document, donc vous le retrouverez avec un peu plus de détails pour pouvoir le lire. Donc, en fait, ça c'est un exemple comme on en a des quantités au Maroc, et finalement, là, comme on le disait, il faut capitaliser tous ces exemples, parce que d'abord, ça fonctionne peut-être plus du tout. À ce moment-là, c'était une petite vallée très ancienne, d'une tribu très ancienne, qui est restée en enclave au milieu d'une tribu pastorale, et une tribu Marila chez les Beni Yazra, c'était bon, très bien. Alors, je voudrais aussi un petit peu changer un peu de registre, parce que on a parlé, quand on parle de l'eau depuis ce matin, on parle toujours des réseaux d'irrigation, des systèmes d'irrigation. En fait, l'eau, c'est aussi la pluie. Et finalement, la pluie est rare, irrégulière, et en fait, il y a des pratiques collectives qui sont mises en œuvre pour tirer le meilleur parti de la pluie pour les cultures et pour le pâturage. Et il ne faut pas oublier ça. C'est qu'en fait, la plus grande partie de l'eau, qui est utilisée par les populations rurales, c'est l'eau de pluie. Or, cette eau de pluie, finalement, elle va aussi poser des problèmes avec le changement climatique, donc des modes d'adaptation, des systèmes d'adaptation, et il est intéressant de savoir comment les gens s'adaptaient à ce genre de choses. Alors voilà, par exemple, ici, je vais vous montrer rapidement un terroir du nord du Maroc, là, dans la région de l'Ouera, qui avait comme problème, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait gérer collectivement la saisonnalité. Les gens ont répondu à ce problème en ayant des quartiers communs pour les cultures d'hiver et pour les cultures de printemps. C'est ce qui permettait d'avoir en quelque sorte de pouvoir répartir le cheptel sur un système de rotation. Également, il fallait, pour pouvoir s'organiser correctement, concentrer l'arboriculture dans certains endroits.
Et le principe, c'était une rotation collective du cheptel sur les quartiers de culture, avant les semailles et après les récoltes. Donc, ensuite, il y avait, pour compléter les choses, des quartiers qui étaient en gestion individuelle, où on pouvait mettre la plumure animale que l'on ramassait et avoir un package individuel. Donc il y a une partie individuelle et le reste c'est une organisation collective, mais tout reste en fait une agriculture familiale. Alors voilà le terroir du Char Boisoun qui est juste en face de Taounat, et voilà comment il se présentait en 1968. Vous voyez ici, bon, on ne voit peut-être pas très bien là, vous voyez que tout ce qui est en jaune, ce sont les cultures annuelles. Et vous avez dans un sens, vous avez des hachures dans un sens qui sont pour les cultures d'hiver, ça pour les cultures de printemps, et toutes celles qui sont dans ce sens-là, c'est pour les cultures d'été. Donc en fait, tout le monde finalement respectait un enseignement communautaire, comme on le voyait autrefois dans des villages européens, ou même dans des villages africains. Toute la zone en rouge, c'est la zone individuelle, c'est là où chacun met sa culture personnelle. Et puis, les arbres, comme vous le voyez, étaient concentrés dans certaines zones, de manière à ne pas être gênés par le cheptel. Donc, toute la stratégie consistait d'abord à avoir une alternance entre les cultures brécries et les cultures mésosiques, parce qu'en même temps, ça maintenait la fertilité des sols, puisque la plupart des cultures mésosiques sont des légumineuses, et donc, en fait, apporter les nitrates au sol dont vous avez besoin. Donc, c'est un système tout à fait cohérent et qui permettait au cheptel de tourner dès qu'il y avait de l'herbe quelque part. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les lignages se répartissaient les droits de telle sorte que les gens se retrouvaient tout le temps dans les deux systèmes de culture. Donc, voilà, je ne détaille pas là-dessus, mais l'un des intérêts, c'est que pour faire ce genre de carte, il a fallu se référer à une catégorie de géographie mentale. C'est-à-dire que les gens ont une géographie dans la tête, avec chaque quartier du village qui a un nom. Donc il suffit de prendre ces noms, puis après de le reporter sur la carte avec un GPS ou n'importe quoi, pour pouvoir refaire une carte qui correspond exactement à ce que les gens ont en tête. Chaque nom, il y aura ici une quarantaine de quartiers qui ont tous un nom, et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que vous trouvez ça partout, dans pratiquement tous les terroirs. Les gens ont une géographie, encore que maintenant, certains jeunes commencent à en perdre la mémoire. Alors, la gestion des parcours, c'est également quelque chose qui est tout à fait lié à l'eau. C'est lié à l'eau d'abord par les points d'eau, parce qu'il faut les points d'abreuvement, surtout dans les zones nomades, il y a quand même là-dedans un contrôle des eaux. Les eaux sont tribales, appartiennent à une fraction, appartiennent à un village. Donc tout ça, tout ce qui concerne les points d'eau, c'est absolument fondamental pour tout ce qui est l'élevage. Ensuite, il y a les transhumances. Les transhumances, ça se fait il y a plusieurs types de transhumances. Il y en a qui vont des Merjas à la forêt de la Marmorade dans le nord. Il y en a qui vont de la montagne d'hiver jusqu'au piémont de la Zara. Il y a énormément de modèles là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils s'adaptent à chaque fois à l'état des pâturages. Et en même temps, il y a des endroits où il y a des réserves collectives de parcours, comme par exemple les Almous du Haut-Atlas, ou ce qu'on appelait les Zniga autrefois dans l'oriental, finalement, qui ont été complètement détournés de leur origine. Et en fait, les gens avaient, tout ceci se faisait sur des bases communautaires, à différents niveaux. La petite communauté dont nous a parlé Abdallah tout à l'heure, ou des ensembles, autrefois des ensembles plus grands, quand il fallait se défendre contre des agresseurs. Mais surtout, l'intérêt, c'était de gérer l'irrégularité. Parce que selon les pluies, les pâturages sont bons ici, ils sont mauvais ailleurs. Et à ce moment-là, il y avait des quantités d'accords entre les collectivités pour avoir des pactes, pour pouvoir se déplacer, pour avoir des échanges et mutualités.
dans les parcours, avec notamment des pactes qu'on appelait les pactes Tata, qui existaient par exemple entre le Zemmour et le Rab, et qui étaient donc quelque chose d'important, et donc parfaitement lié à la pluie. Donc encore une fois, un système communautaire qui suit une logique de l'eau. Ensuite, il y avait quelque chose qui est intéressant, c'est la gestion des eaux occasionnelles, il y a évidemment des eaux qui arrivent incidemment. Alors là-dedans, par exemple, il y en a dans le sud de l'Atlas, c'est ce qu'on appelle les mailles d'air, ce sont les eaux de ruissellement. C'est les ruissellements en nappe, et les gens peuvent, en canalisant ces ruissellements, arriver à faire une certaine culture. Mais comme ce sont des terres qui sont en général des terres quasiment désertiques, eh bien, il faut les partager. Alors à ce moment-là, les gens arrivent et ceux qui sont là font un partage selon les lignages, à la corde. Ce système se retrouve aussi dans le Sahara Atlantique avec ce qu'on appelle les graras. Les graras, c'était des espèces de cuvettes qui recevaient un petit peu d'humidité. Et quand par exemple, j'ai vu ça chez les Tekna de la région de Tantan, les gens arrivaient et faisaient un partage, toujours un partage égalitaire, selon le nombre de personnes dans le lignage présent. Ça se faisait également autrefois, et ça c'est un cas intéressant, sur les terres limoneuses du Sebou. Et les terres limoneuses du Sebou recevaient des inondations, elles en reçoivent encore. Et là, on ne savait jamais comment l'inondation allait se comporter. Et donc, le principe, c'était qu'on partageait. On partageait ça à la corde entre les lignages des douars avoisinants. Alors, c'est un petit point d'histoire intéressant, parce que c'est la seule référence que l'on ait du partage des collectifs dans le Rab. Ailleurs, il n'y avait pas de partage. Tout le monde, il y avait suffisamment de terre pour que chaque famille revienne au même emplacement dans le cadre des transhumances. Donc en fait, toute la théorie sur le partage du collectif a été fondée par Millot sur l'exemple du partage dans les DES, était quelque chose de tout à fait occasionnel. Donc là aussi, il y a eu un montage juridique du protectorat qui a utilisé, qui a détourné en quelque sorte le sens Et donc, c'était toujours parti, le principe du partage collectif. Alors, ceci nous amène aux valeurs. Tous ces modèles de gestion de l'eau, que ce soit l'irrigation ou que ce soit la pluie, ont fonctionné pendant des siècles du fait de l'adhésion des sociétés rurales concernées à des valeurs qui garantissaient des modes d'organisation communautaire. La gestion de l'eau est ainsi indissociable de ces valeurs. Elle est centrale. Alors, la première de ces valeurs, c'est celle de la solidarité du groupe pour gérer une ressource considérée comme un bien commun. Cette ressource s'inscrit dans un territoire et des règles existent pour gérer les partages. Des règles existent pour gérer les partages intercommunautaires quand il y a des ressources qui dépendent de plusieurs communautés, notamment entre l'aval et l'amont. Parce que Abdallah nous a montré que en fait, les ségias partaient vers chaque communautaire, mais très souvent il y a des systèmes intercommunaux qui sont nécessaires pour gérer des bassins, pour gérer des prises, pour gérer des barrages, et il y a tout un système extrêmement complexe qui fait que le groupe a une solidarité interne, mais aussi pour des raisons techniques, a des solidarités intercommunautaires. Cette solidarité est soutenue par une autre valeur, c'est celle de l'acceptation d'une régulation coutumière. Ici, en général, c'est celle de ce qu'on appelle l'OS, c'est la loi coutumière, le règlement coutumière, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que les modalités changent selon les collectivités, mais globalement, c'est un système qui a des principes communs, mais des variations locales. Mais en tous les cas, tout le monde l'accepte. Et en même temps, elle implique le respect des garants. Le respect des garants qui appliquent l'eau. À chaque fois, il y a des personnages dans la communauté qui sont considérés comme ces garants, et ce sont eux qui instituent un petit peu, qui font respecter les règles. Et toutes ces règles, ça va des règles de la distribution de l'eau, aux règles sur l'accès au pâturage, sur les terres, etc. Donc en fait, autour
autour de l'agriculture, autour de la gestion de l'eau, il y a donc tout un système où le système coutumier joue un très grand rôle. Bon, le système coutumier couvre d'autres domaines aussi, mais c'est surtout la question, disons, de la production qui est importante. Alors, la gestion de l'eau impose aussi une autre valeur, celle de l'entraide. Parce qu'il faut entretenir, il faut reconstruire les ouvrages collectifs, il y a les barrages de dérivation, il y a les bassins. Vous avez vu tout à l'heure ce grand bassin de l'Oasis de Tata, il faut l'entretenir, et la maintenance du réseau des SEGA. Et tout ça, il y a donc une allocation collective de la force de travail. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, c'est que chacun travaille sa parcelle, chacun a une exploitation individuelle, chacun a son propre troupeau, mais tout le monde utilise des systèmes collectifs ou obéit à des obligations techniques collectives. Et là, l'entraide est quelque chose d'absolument essentiel parce que le système ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas cette allocation de la force de travail. Alors, le mode de gestion communautaire montre aussi sa capacité à faire respecter deux choses qui sont parfois contradictoires, à la fois la conformité aux disciplines collectives et en même temps les droits individuels sur l'eau et sur la terre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on voit tous ces systèmes fonctionner. Alors, le partage de l'eau en est une illustration la plus complexe. C'est un partage entre les groupements lignagés, mais avec reconnaissance des droits individuels sur les parts d'eau qui peuvent être vendus sans la terre. C'est-à-dire que le système devient extrêmement complexe et les communautés sont capables de gérer tout ça. Et là-dedans, il y a un personnage essentiel, c'est l'égoyer, c'est celui qui, en fait, a la mémoire des tours d'eau, qui possède dans sa tête tout le système de distribution et qui gère les trous d'eau. Voici par exemple ici, vous avez un personnage qui maintenant n'est plus sur cette terre, qui est le dernier égoyer de l'oasis de Tata. Maintenant, il a devant lui une espèce de double bol, qu'on appelle le Tanas là-bas, il a d'autres noms aussi, et c'est un clepsydre, une clepsydre dans laquelle il y a le bol intérieur est percé d'un petit trou, et on le pose sur le contenant extérieur, et ça se remplit tout doucement, et quand il tombe au fond, ça fait un tour d'eau. Et cet homme, moi j'appelais l'homme-temps, et là, il passait ses journées, et avec la mémoire, en voyant des gens, va ouvrir tel Sega, va ouvrir tel Sega, va fermer tel Sega, c'est absolument extraordinaire. Quand je suis repassé à Tata, j'ai apporté une photo, malheureusement je l'ai passée plus à lui, mais à sa famille, et j'ai demandé comment ça fonctionnait. Maintenant, ils m'ont dit, maintenant, c'est la Magana, c'est la mort. On avait passé. Donc là, c'est une photo, disons, symbolique et un peu triste en même temps. Voici, alors là, c'est aussi un autre système de mesure de l'eau où on plonge une espèce de pot d'eau dans un bassin. Mais il y en a des quantités. C'est juste là-dedans, vous avez certainement dans vos technologies d'autres exemples à nous donner. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ces valeurs confluent dans une valeur de responsabilité collective envers les ressources. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand ces systèmes traditionnels fonctionnaient, ça impliquait, en quelque sorte, considérer que tout ce qui était les terres, les parcours, l'eau, c'est un bien commun. Même si il y a des appropriations individuelles à l'intérieur, mais dans un cadre commun. Et, en fait, cette responsabilité allait jusqu'à la défense de la communauté lorsqu'il y avait un conflit sur un scoop, un conflit sur une terre ou un conflit sur l'eau. Alors, la question théorique qui est toujours posée, mais on va revenir sur quelque chose qui a déjà été évoqué, c'est la gestion sociale de l'eau. Parce que finalement, est-ce qu'elle rentre dans les valeurs, elle se situe entre les valeurs démocratiques et entre l'autoritarisme centralisateur, finalement. Alors, tout le monde a parlé ce matin, on a évoqué Wittfogel avec le despotisme, son despotisme oriental, démontrant que, bon, ça a été expliqué ce matin, mais également un autre personnage important qui a beaucoup marqué une certaine époque, ça a été un article de Gareth Hardin qui s'appelait The Strategy of the Commons, qui était en fait une sorte de démonstration à partir de la théorie des jeux qu'on ne pouvait pas gérer durablement les terres collectives, enfin, les biens collectifs, les common goods. Or,
finalement, ça a été une thèse, et je me souviens qu'à l'époque, Wittfogel a fait vraiment beaucoup de bruit, surtout qu'à l'époque, il y avait cet arrière-plan de marxisme avec, comme ça a été dit ce matin, le modèle de production asiatique, etc. Et Garrett Hardin, ça a été aussi un grand choc, où tout le monde a dit, bon, maintenant, on ne peut plus gérer les collections. Or, il se trouve qu'un autre personnage qui a commencé il y a longtemps, c'est Elinor Ostrom, qui, elle, a repris aussi ce que beaucoup d'anthropologues avaient déjà montré, ce que Abdallah Erzeni ou même avait montré sur cette capacité communautaire. Elinor Ostrom montre que, elle a fait pas mal de livres, mais surtout, elle est allée sur le terrain, et à partir de ces observations, elle a fait des modèles économétriques, ce que les anthropologues n'avaient jamais fait. L'anthropologue avait donné des descriptions, on dit que là, elle a fait de l'économétrie. Et alors, elle démontre par des modèles économétriques que lorsque c'est l'État qui gère la ressource, ça marche pas très bien. Lorsque c'est le privé, ça épuise la ressource. Et que finalement, le modèle le plus pertinent, c'est le modèle de la communauté. Alors, elle fait référence, mais moi je fais toujours référence à ça, je vous le verrai en conclusion, à Alexis de Tocqueville, parce que Tocqueville, justement, montre un peu l'importance de la communauté de base pour tous les processus de démocratie, donc incidemment de gestion de la ressource, finalement. Alors, ici, Elinor Ostrom dans toute une série de principes. Je ne vais pas les lire, je ne vais pas rentrer dans cette lecture, vous pourrez le voir dans le papier plus tard. Mais c'est que pratiquement tous ces principes correspondent à ceux que je vous ai énoncés tout à l'heure, à partir de l'organisation communautaire. En ce qui concerne le territoire, en ce qui concerne l'existence de règles, l'existence d'arrangements collectifs qui permettent la participation, des gens qui soient les garants de ça et qui puissent surveiller la mise en œuvre des décisions collectives, des sanctions graduées, ce qui est prévu par le droit coutumier de toutes les collectivités. Donc c'est en fait le modèle d'Elinor Ostrom est tout à fait adapté à ça. Par contre, le modèle des despoties monumentales de Wittfogel, la question, est-ce qu'il est pertinent pour le Maroc, justement? Alors, tout à l'heure, Dalla a montré l'ambiguïté qu'il y avait dans le Faouz, mais il ne faut pas oublier, il y a eu un cas quand même. Il y a eu un cas, c'est les sucreries. Les sucreries saadiennes. Les sucreries saadiennes, ça a été un monopole d'État avec des esclaves, un travail d'esclaves, une importation de technologie d'origine par les Espagnols, de l'importation de la technologie arabe des sucreries qui existaient autrefois en Andalouse et qui a été repris par c'était peut-être pas des esclaves, cela, mais des gens qu'on a loués pour monter ça. Donc en fait, les sucreries saadiennes sont un exemple du despotisme, où un État autoritaire gère l'irrigation. Mais en fait, on n'en a pas beaucoup. Alors, moi, je me suis posé la question pour les barrages de dérivation de crues qui ont irrigué le Tafila, qui ont irrigué le bateau drap, le Barberis, qui était dans le Sousse. Et tout ça, comment ça a été construit? En fait, si on regarde ce qui s'est passé au Yémen, dans l'Arabie du Sud, à part ce qui a été construit à l'époque sabéenne, c'était toujours entretenu par des communautés tribales qui s'arrangeaient pour faire ces barrages. Donc ça veut dire qu'il y a probablement, enfin, les barrages dans le Tafila sont très anciens, ils sont cités par El Bekri, par exemple, au XIe siècle, au XIIe siècle, pardon. Et il y a donc une capacité d'investissement que l'on ne connaît pas très bien. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce genre de choses, et là aussi la mémoire est importante. Les ouvrages de dérivation et les rétaras, il y en a énormément qui ont été construits, qui étaient construits aussi par des institutions communautaires, et non pas par des systèmes étatiques comme dans la région de Marrakech, personnellement. Donc il y a cette capacité à faire des institutions qui autrefois ont été faites par l'État, ça pose problème. Alors, je vais aller très vite pour la fin, parce que tout ça, ça s'est quand même pas mal démoli. Il y a eu les ruptures, les évolutions du XXe siècle ont profondément blessé, déstructuré les modes d'organisation communautaire, ainsi que les valeurs qui les sous-tendaient. Qu'est-ce qu'on voit? L'extension de l'agriculture moderne qui a fait disparaître de nombreuses agricultures traditionnelles. Celles qui se sont maintenues
l'ont fait en perdant beaucoup de leur cohésion sociale. Les changements technologiques et économiques ont favorisé la prééminence des comportements et des valeurs individuelles. Et cela est particulièrement marqué dans les irrigations modernes. Là aussi, on revient à Wittfogel, la tutelle de l'État sur les forêts, sur les parcours collectifs, sur l'eau, considérée comme un bien public, est trop souvent entrée en conflit avec les valeurs communautaires traditionnelles et avec leurs droits coutumiers. Abdallah a donné un exemple tout à l'heure en montrant comment les AUEA, qui ont été en fait pensés en termes étatiques, finalement peuvent entrer en conflit avec l'organisation traditionnelle qui s'est maintenue dans le périmètre irrigué. Alors, il reste quand même quelque chose. L'étonnant, c'est de constater que les forces de déstructuration n'ont pas fait disparaître l'héritage des valeurs anciennes. Alors, ça n'est plus un témoignage anthropologique, ce que je vous ai montré, c'est difficile, on en trouve encore des traces, mais ça s'est beaucoup perdu. C'est pas non plus une modernisation d'un héritage qu'on s'était forcé de brandir. En fait, c'est une reconstruction. Aujourd'hui, on voit une certaine reconstruction dans laquelle on lit de nombreuses valeurs héritées des sociétés rurales anciennes. Et ces valeurs se rattachent fortement aux principes communautaires qui ont accompagné toute la gestion de l'eau dans toutes ses formes. Alors, c'est par exemple la survivance des villages dans la majeure partie du Maroc. Le douar continue à être un élément fondamental et qui constitue encore une fois la base du tissu social, la référence identitaire, y compris pour beaucoup d'immigrés. Et les anciennes structures leur ont souvent laissé des valeurs de cohésion sociale. Alors c'est ça qui est assez étonnant, les systèmes se sont transformés, mais on voit qu'il reste quand même quelque chose de communautaire, et ça se manifeste par exemple par l'existence politique des douars. Quand on va dans une commune rurale, on s'aperçoit tout le temps que si on veut faire quelque chose, il faut passer par le douar, et c'est en fait un véritable échelon infracommunal dans les douars. Alors, ce qui se passe, c'est comment ça se manifeste, ces valeurs? Elles se manifestent de manière tout à fait différente à travers des associations culturelles, associations économiques. On voit partout naître, il y a des centaines et des centaines d'associations qui se créent et qui en fait constituent un nouveau tissu social. Et en fait, c'est des associations qui sont souvent animées par des jeunes, souvent des femmes d'ailleurs, avec le fréquent soutien d'élites villageoises scolarisés, urbanisés. On voit très souvent un prof d'une université qui va dans son village pour aider une association. On en connaît tous. Donc c'est intéressant de voir ça. Mais c'est aussi à cette échelle que se constituent les premiers niveaux des coopératives. Tout à l'heure, on en a vu, on a vu ce modèle où finalement, à travers l'AUEA, on voit la coopérative se former. Coopérative féminine de l'organier, de production du safran, etc., etc. Donc en fait, la rénovation des systèmes d'irrigation est accompagné de la participation d'associations usagées, dont les contours reprennent ceux des anciennes JMA qui autrefois géraient ces systèmes, mais avec quand même une contradiction qui a été très bien signalée par Abdallah, c'est qu'on ne sait pas très bien quels sont les droits, parce que tous les droits d'eau anciens appartiennent aux JMA. Les JMA n'existent pas juridiquement. Les associations d'usagers n'ont pas le droit elles recouvrent les mêmes territoires, mais elles n'ont pas les droits. Et d'autre part, quand des réalisations sont faites par l'État, c'est l'État qui en est propriétaire parce que l'eau est un bien public. Donc il y a une contradiction, et là, quelque part, le système étatique est en conflit avec le système communautaire. Alors, les communautés sont sollicitées aussi pour faire des programmes participatifs pour les parcours, pour les forêts, mais là aussi, il y a des conflits, mais il y a des réussites. Alors, le commentaire final, c'est que ces constats sont essentiels, parce qu'ils montrent que dès que les conditions de participation sont favorables, de nombreuses populations rurales retrouvent les valeurs de la solidarité communautaire. Leur expression est certes différente des références anciennes. La société rurale doit en effet s'accorder un environnement social et économique dominé par la concurrence individuelle dans une économie de marché. Mais elle montre aussi que, confrontées à une société globale, les populations rurales se montrent capables
pour s'y adapter, de s'organiser selon des valeurs partagées et profondément enracinées. C'est à peu près ce que la citation de Darwin qu'on voyait ce matin, la capacité d'adaptation. Cette lecture nouvelle met en évidence une force que les progrès de la démocratie ne pourront que renforcer. Mais il faut aussi d'autres progrès, dans une connaissance mieux partagée de l'histoire et des cultures locales. Ils sont nécessaires pour montrer aux générations montantes que les valeurs nouvelles ont leurs racines dans des valeurs communautaires qui furent largement déterminées par rapport à l'eau dans les sociétés rurales. Mais il faut aussi d'autres progrès, ceci dans une connaissance, c'est ça, une connaissance mieux partagée de l'histoire et des cultures locales. Et là, c'est fondamental, parce que l'absence de mémoire, l'absence d'histoire, fait que les gens vivent, ils sont en train de reconstruire un nouveau type de communauté dans un environnement nouveau, mais n'ont pas la référence à tout cela. Bon, vous trouverez à la fin du texte une citation de Tocqueville, dans laquelle il dit « Ôtez la force et l'indépendance de la commune, vous n'y retrouverez jamais que des administrés et point de citoyens. » Voilà, merci. I think there was a great complementarity with what Abdullah had said, since it is the stress on local communities, the fact that the regulation of water is the first level of a very complex and comprehensive and coherent social organization which brings people together in local communities in harmony with their resources, with their environment, and building a spirit in the whole community. So when we look at how water is managed, we're looking at the first level, maybe, if I can use this expression, of a very complex system which generates not only organization, not only mastery of resources, but generates also a spirit, a mode of behavior, a mode of feeling about identity, which sometimes survives even the breakdown of the first level, of the kind of, sometimes these communities keep their kind of solidarity, their attitudes towards the issues, and maybe this is something that I found very interesting, the fact that you brought Alexis de Tocqueville at the end. This may be a building block for democracy. If we want some kind of democratic behavior to take place, maybe it is somewhere to look at as a first step. Of course, you said there was much more that was said, but let me see. There is in these contexts a special relationship which is built between the individual and the common, what is common to the community, which is not to be found in modern societies where individualism prevails in many. So the common, there is in the land, in water resources, there is one share which is known to be belonging to individuals, and another share which is known and respected as being as belonging to the whole community. There's also an idea that I found very interesting, that in the mind of people there is a kind of mental geography. There is a kind of map which is assimilated, which is accepted implicitly by people, where they distribute areas and resources and so on, and where they are organized. And you find that the map changes when you go from one community to the other, but the principle is the same. Each community projects space and resources in a kind of mental map, if we can call it in this way. There is also what Professor Lazarev calls a logic of water. There is the logic at the base. Managing water resources obeys a specific logic, which is
at the basis of the whole system of social order, of a social solidarity. Well, there are other things insisting that there is a kind of great link between what happens at these levels and the social cohesion. The expression of social cohesion was invoked, and the social cohesion goes far beyond this level. If I may, this is what I kept from, I hope I haven't missed anything important.